Amis lecteurs, amis du Congo, nous sommes aujourd'hui au Parlement européen et nous avons une invitée de marque qui est accompagnée de notre invité. Notre invitée de marque, c'est Mme Maria Gabriel, qui a été chef de mission de l'observation des élections à RD Congo lors des dernières élections de novembre 2011. Et à côté de lui, nous avons M. Jean-François Beaufoy, qui est consultant et lobbying ici au Parlement européen. Et il est conseiller politique aussi, diplomatique de l'UDPS. Avec eux, nous allons débattre du processus électoral à RD Congo. Madame Maria, bonjour. Bonjour. Et nous avons suivi durant longtemps ce qu'a été votre rapport par rapport au processus électoral. Et donc, à mes côtés, j'ai Madame Maris Kabemba, qui est notre stagiaire, qui va vous poser la première question. Quel état des lieux avez-vous au jour d'aujourd'hui sur le processus électoral en RDC Congo? D'abord, il faudrait dire qu'une fois la mission d'observation électorale de l'Union européenne que j'ai eu l'honneur de diriger en 2011 finie, nous avons continué à suivre de près ce qui se passe dans le pays. Vous savez qu'à la fin d'une mission d'observation électorale, nous rendons des recommandations qui visent à améliorer le processus électoral. Donc, force est de constater qu'aujourd'hui, notre première observation, c'est que nous avons besoin de doubler de force pour pouvoir réellement mettre en œuvre ces recommandations. Ensuite, deuxième observation, nous savons que maintenant le cycle électoral 2014-2016 est une tâche très ambitieuse. Nous suivons de près les déclarations du nouveau président de la CENI. Mais aujourd'hui, l'Union européenne et nous en tant que parlementaires, on suit de très près la manière dont le processus se déroule. C'est-à-dire que nous sommes très vigilants par rapport aux défaillances que nous avons constatées en 2011, qu'est-ce qui est fait pour ne pas répéter les erreurs du passé. Parce que, avant tout, il ne faut jamais se fatiguer de le répéter. Il s'agit du peuple congolais et il s'agit du processus démocratique congolais. C'est pour cela qu'il faudrait continuer à doubler d'efforts pour qu'on n'arrive pas à avoir les mêmes failles que celles que nous avons observées en 2011. Bien, merci. Monsieur Beaufoy, vous êtes lobbyiste ici à l'Union européenne. Est-ce que vous avez les mêmes observations que Mme Maria? Non, bon, moi, je suis très sceptique par rapport à ce qui se passe, puisque je dirais c'est comme une équation à deux inconnus. En 2006, il y a eu des élections, le processus était aussi chaotique que par rapport à 2011. Et les deux présidents, ce ne sont que des hommes des églises, des hommes de Dieu. Et on a pris Malou Malou qui était là en 2006 pour revenir en 2011. Et puis Ngoï Mulunda est parti d'une manière catastrophique puisque le processus en 2011 était chaotique. Mais le problème qui se pose maintenant, est-ce que les élections qui vont venir, est-ce qu'elles seront crédibles puisqu'on a eu deux processus qui sont passés en 2006 et en 2011, et ça s'est toujours soldé par un échec. Est-ce que cette fois-ci, pour les élections 2015-2016, elles seront crédibles? C'est ça la question qu'on se pose au vu de manœuvres stupides, dilatoires et vexatoires du président actuel de la CENI, qui impose à toute la classe politique la feuille de route. Et on parle de temps en temps qu'ils vont chercher à modifier la Constitution, la loi électorale. Bon, voilà. Et là, c'est ce qu'on s'est dit, l'Union européenne prendra ses responsabilités. C'est quand même un pari risqué d'avoir encouragé le processus tant en 2006 qu'en 2011. Et que, bon, nous tendons vers une catastrophe s'il n'y a pas un suivi. D'abord, le suivi sur place fait par la CENI n'a pas été fait. Donc nous assistons vraiment à un méli-mélo. C'est comme si on était dans une fumisterie et que bon, il n'y a rien qui se fait d'une manière concrète. Bien. Il y a une autre question, je ne sais pas si madame peut la poser par rapport au vote à l'élection indirecte. Monsieur Malou a parlé d'un état indirect, d'une élection indirecte. Pour les provinciales, qu'en pensez-vous?
Moi d'abord, je voudrais rajouter une petite phrase par Oui. rapport aux missions de suivi, parce Oui. que c'est un élément clé que notre collègue ici a soulevé, c'est que l'Union européenne, effectivement, a décidé d'avoir une mission de suivi. Elle se fera au mois de juin. J'aurai aussi l'honneur de participer à cette mission. Donc ce sera pour nous une excellente occasion de pouvoir discuter de nouveau, comme lors de la mission d'observation électorale, avec tous les acteurs impliqués dans le processus, pour pouvoir dresser le bilan de qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les difficultés auxquelles on va faire face et comment surtout, par quels moyens on va y parvenir à surmonter ces obstacles, parce qu'effectivement aujourd'hui on commence à se poser beaucoup de questions. Et l'une des questions aussi, c'est quant au mode de scrutin. Nous savons ce qui s'est passé en 2011, un changement, un tour de l'élection présidentielle a fortement influencé aussi les résultats. Donc aujourd'hui, nous sommes très attentifs. Il me semble qu'il faudrait toujours veiller à une chose. Une constitution n'est pas faite pour être révisée pour le pouvoir d'un seul homme ou d'un petit groupe de personnes. Donc ça, c'est l'un des principes fondamentaux de la démocratie. Et nous, en tant qu'Union européenne, on sera très attentif par rapport au mode d'élection qui, nous le savons, influence par la suite la manière dont les différents groupements sont organisés et la manière surtout dont est géré le pays. Bien, donc on se jette dans ce débat-là de la révision éventuelle de la Constitution. Effectivement, l'article 220 dit qu'après 2 mandats, le président ne se représente plus. Effectivement, selon les signaux que nous avons, nous, de la presse, on se rend compte que le camp de M. Kabila donc, ne voudrait pas l'entendre de cette oreille. Au cas où, dans le cadre du suivi, au cas où il décidait de passer en force d'une façon quelque peu à la hussarde, comme on dit, quelle serait la position de l'Union européenne à ce moment-là? Je ne pourrais pas parler au nom de l'Union européenne, Oui. mais en tant que parlementaire, je prends en compte 2 éléments. Oui. D'une part, nous savons que suite aux défaillances de procédure lors du vote en 2011, la légitimité du président de la République n'est pas une légitimité forte, telle qu'elle aurait été à la sortie des élections transparentes et crédibles. Oui. Et deuxième chose, n'oubliez pas qu'il très récemment, il y a eu un rapport de la Cour des comptes européenne qui a sévèrement critiqué la politique de développement, les relations bilatérales entre l'Union européenne et la RDC, notamment au vu de manque de résultats. Donc, il faudrait à chaque fois prendre en compte pour la future réaction de l'Union, je ne parle pas tout simplement parce que je ne suis pas autorisée à le faire, que ces 2 éléments vont compter, que nous ne pouvons pas continuer à participer dans ce qui, au bout d'un moment, devient non pas le respect d'une procédure démocratique, mais tout simplement des jeux personnalisés du pouvoir afin de pouvoir mieux l'accaparer, mieux le garder. Ça ne fait pas partie des valeurs et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Et à ce moment-là, l'Union européenne devrait prendre une position très ferme. Bien. Et M. Beaufoy, vous, en tant que représentant d'un grand parti, vous partagez le point de vue de Madame ou vous êtes encore plus sceptique? Non, à moitié, en fait. Bon, Oui. parce que j'avais apprécié à son temps le rapport rédigé par la mission d'observation électorale en 2011. Mais je suis un peu sceptique dans ce sens que, en voyant ce qui se passe sur place, il y a des manœuvres qui font assez que le pouvoir en place veut rester. Et à travers le président de la CENI, il cherche un peu... D'ailleurs, on parle déjà des listes électorales qui seront publiées d'ici juin 2014. Et pour autant, il n'y a pas une évaluation du processus pour voir qu'est-ce qui a marché. Rien n'a marché. Et d'une manière un peu brutale, on veut faire en sorte que ce régime reste. Alors c'est pour cela, moi, j'essaie de poser la question à Madame. Bon, je sais qu'elle a cette bonne volonté. Mais quelle que soit sa bonne volonté, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais s'il arrivait aussi que ce régime passe en force aussi, quelle sera la position de cette mission de suivi? Et en tant que parlementaire, puisqu'elle fait partie aussi de l'Assemblée parlementaire ACP de l'Union européenne, quelle sera sa position? Parce que les choses sur place ne se font pas très bien. Et il y a
de fortes craintes qu'en 2015-2011, qu'il n'y ait même pas ces élections, et on peut sombrer dans l'anarchie, dans le chaos. Vous êtes très pessimiste. Oui. C'est pour cela la méthode de l'Union européenne consiste à faire les choses pas à pas, c'est-à-dire qu'on reste toujours optimiste et confiant dans nos pays partenaires qui sont capables de respecter les règles démocratiques, parce que c'est au nom des citoyens et citoyennes. Donc la première chose, avant d'annoncer un scénario catastrophique et qui à mon avis n'est jamais bon, notamment lorsqu'on parle RDC, lorsqu'on voit à quel point la confiance des citoyens dans les institutions et les processus électoraux manque, elle est à reconstruire la confiance de tous les participants, la confiance de tous les partis politiques. Donc à ce moment, je me garderai d'annoncer des scénarios qui risquent plutôt d'envenimer la situation et de donner place à des émotions qui ne sont pas tout simplement constructifs pour le bien de la nation et du pays en ce moment. Je me garderai de dire tout simplement, comme je vais participer à la mission de suivi au mois de juin, nous allons poser des questions ouvertes et très franches pour savoir évaluer quelle est la faisabilité d'abord du cycle électoral, quel est aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui devra être fait. Et à ce moment, vous pouvez être sûr, comme je l'ai fait tout au long de ma mission, de dire clairement, en adressant exactement les autorités ou les institutions responsables d'apporter des solutions, quels sont les messages pour que le processus ne puisse pas être bloqué. Donc, tout d'abord, je me réserverai à rester limité à cette mission de suivi qui sera pour nous l'occasion d'émettre des messages qui sont très forts, y compris des messages politiques, parce qu'avant tout, il s'agit ici de messages politiques qui doivent être entendus au plus haut niveau. Oui, Madame Maoté, la prochaine question que je voulais savoir, sa mission du mois de juin, c'est qu'elle ferait, c'est déjà répondu. Oui. Et donc, par rapport maintenant au fichier électoral, la fois passée, ça posait problème. Actuellement, ça pose toujours problème. Et vous avez des dernières informations par rapport au fichier électoral tel qu'il présente et prépare pour le prochain processus? Oui. Ah, oui. Aujourd'hui, on sait très clairement, ce que les citoyens et les partis politiques demandent, c'est l'audit du fichier électoral. Nous savons tous les doutes qui ont jeté de l'ombre sur les élections en 2011. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un dialogue ouvert avec une expertise reconnue par les différents participants pour que ce fichier électoral puisse réellement être audité et par là rendre une crédibilité aux futures élections. Ensuite, ça n'est une autre question, la question de recensement général, qui risque de brouiller encore plus le calendrier. Donc aujourd'hui, ce qui me manque, c'est tout simplement un compromis solide sur quelle est la priorité. Les concertations nationales ont posé comme priorité le recensement général de la population, qui n'est pas fait depuis 1994, mais qui, nous savons, va prendre beaucoup de temps. Ou encore l'audit du fichier électoral, à ce moment clairement défini, avec quelle expertise internationale, nationale, quelle participation, pour que réellement on puisse avoir une base. C'est la base, le fichier électoral, c'est la base des élections crédibles et transparentes. Bien, merci madame. L'opposition tient beaucoup à ce que l'Union européenne ait un langage franc. Il n'y a pas plus franc que le langage de madame Maria. Et donc, ça pourrait vous satisfaire, cette position-là? Non, je suis sceptique puisque, bon, depuis 2006, vous savez que la Constitution, le texte fondamental appliqué dans notre pays a été rédigé ici en Europe, donc en Belgique, à l'Université de Liège. Quand bien même pour expliquer cette coloration, il y a un Congolais, un juriste congolais, Bob Kamama, qui a aussi participé. Et pour autant, on pouvait le faire à Kinshasa. Il y a l'université de Kinshasa, qui est une grande université. Il y a la faculté des droits. Il y a des éminents juristes qu'on pouvait associer à la rédaction de ce texte. Mais ça n'a pas été fait. C'était une constitution taillée sur mesure. La même chose aussi, la loi électorale. Ça posait des problèmes en 2006. On a vu, ça posait encore le problème en 2011. Chaque fois, on cherche à modifier quelque chose dans cette constitution. Et vous voyez maintenant des tractations. Le régime en place veut encore modifier. Et pendant tout ce temps, il y a des missions. En 2006, c'était le général Morillon. Voilà, en 2011, c'est Madame Maria. Mais ça a toujours posé des problèmes. Quand bien on avait
il y a eu des rapports qui ont été rédigés. Alors, c'est ça, je me pose la question que ne s'agit-il pas d'une politique deux poids, deux mesures, dans ce sens que si c'était par exemple, ces élections s'étaient nées par exemple en Ukraine, comme on voit en Syrie, où quand même l'Union européenne prend position et dit que non, on va sanctionner, on va faire ceci, cela. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, on parle toujours de la prévention. Et je vois que tous ces rapports rédigés en 2011 sont restés lettres mortes. Voilà, on s'est dit, bon, ça y est, c'était peut-être comme un placebo pour que les opposants puissent s'en réjouir. Non, il y a eu quand même des rapports, mais par après, il n'y a rien. Et on recommence encore avec les mêmes acteurs. Madame va réagir. Évidemment que je ne suis pas d'accord, parce Oui. qu'effectivement, je voudrais défendre aussi le travail effectué par la mission, parce que nous avons une équipe qui a travaillé d'arrache-pied jour et nuit. Je voudrais tout simplement clairement montrer la différence entre ce qui se passe mission 2006-2011 et maintenant 2011. Nous avons une mission de suivi. Il n'y a pas eu une mission de suivi entre 2006 et 2011. Ça, c'est une nouveauté. Et ça, c'est grâce aussi au Parlement européen. Nous, en tant que parlementaires, nous savons très bien que dans les missions d'observation électorale de l'Union, là où le bas blesse, c'est effectivement le suivi. C'est pour cela que nous avons voulu mettre en place ces missions de suivi qui permettent, avant que l'échéance électorale de 4 ans arrive à fin, on puisse se rendre sur place et de dire voilà les recommandations, qu'est-ce qui a été fait. Donc à ce moment, on émettra des signaux beaucoup plus clairs pour le futur. Moi, en tant qu'ancien chef de mission, je sais une chose, l'une des premières recommandations était la création de la Cour constitutionnelle. Sur texte, oui, mais qu'est-ce qui se passe? D'autant plus que nous savons que lorsqu'il y a des élections, ceux qui traitent le judicieux électoral en absence de Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême de justice. Et nous avons vu comment les magistrats ont été désignés. Donc ça, c'est des questions concrètes qu'on posera. Et vous savez, je pense qu'il faudrait aussi voir le positif. Dans ces missions de suivi, il y aura le chef de mission, c'est-à-dire une personne qui suit depuis le tout début le processus. Vous n'avez pas des experts externes qui viennent, qui voient comment ça se passe. C'est nécessaire leur point de vue parce qu'ils nous permettent d'avoir un degré de neutralité et d'objectivité qui nous est nécessaire pour avoir une bonne analyse. Mais d'inclure l'ancien chef de mission qui va poser les questions qui sont restées sans réponse en 2011, je pense que c'est une chose que nous n'avons pas fait jusqu'ici et donc qui marque un développement dans notre politique étrangère dans cet aspect-là qui est le plus sensible, c'est-à-dire les élections. Bon, nous allons passer à un autre point, celui de l'ordre des élections. En 2002, lors des accords de Sainte City, il avait été prévu de commencer par le recensement, le référendum, les élections locales, les provinciales, et terminer par la présidentielle. L'ordre n'avait pas été respecté. Il y a eu des élections 2006, il n'y a pas eu de locales. Il y a eu 2011, il n'y a pas eu de locales. Et maintenant, quel serait votre souhait? Parce que dans l'entretemps, on a un Sénat qui a dépassé de 2 ans, on a les assemblées provinciales qui sont hors délai. Et quel serait donc le point de vue de l'Union européenne par rapport à l'ordre des élections? Mais, moi, je ne dirais pas que nous avons à nous mêler de l'ordre des élections. En revanche, nous avons à rappeler qu'elles étaient déjà des élections qui devaient avoir lieu et qui n'ont toujours pas eu lieu, c'est-à-dire les locales. Sans cette dimension locale de la démocratie, on ne pourra pas avoir une stabilisation démocratique. Donc il me semble qu'aujourd'hui, il est plus pour nous nécessaire d'avoir un calendrier qui d'abord soit établi, mais surtout respecté, et ensuite d'avoir une idée très claire quels sont les moyens qui vont y être mis pour pouvoir les réaliser. C'est ça qui pour nous reste encore des questions sans des réponses très claires. Donc je dirais que la priorité des élections, elle est plutôt déjà logique dans le sens qu'il y a des échéances qui n'ont pas été respectées et qui doivent l'être. Aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que ça va réellement enfin se faire, par quels moyens et comment, grâce à tous les partis politiques, on pourrait avoir un compromis sur la manière dont ça sera organisé. Et ces questions restent encore sans des réponses très approfondies et très détaillées. Et au cas où vous allez dans votre mission, vous ne revenez pas avec un calendrier assez précis. Quelle sera donc la position à prendre par rapport à ce processus-là?
Je ne peux pas vous dire. Ok. Et je ne peux pas vous dire parce qu'une mission de suivi, et ça je me bats ici aussi au Parlement, on ne va pas dans les pays africains pour imposer un schéma préétabli par l'Union européenne, de voir que ça colle ou ça ne colle pas et de revenir et de juger. Non. C'est une mission de suivi qui nous permettra sur place d'avoir des conversations et de constater des faits. Ensuite, en fonction de ce que nous allons observer, de ce que nous allons entendre, qui correspond à des réalités, on va pouvoir se prononcer. Et je pense que c'est la bonne méthode pour l'Union européenne pour qu'on puisse garder aussi notre légitimité en tant que partenaire à part égale. Okay. Sous-entendu, nous ferons tout pour qu'au retour de votre mission, nous ayons le rapport de mission. Oui, vous aviez un élément à ajouter là-dessus, monsieur? Entendre le point de vue de madame, puisque actuellement le monde est globalisé. Il y a des systèmes multipolaires qui existent. Quand on parle de la République démocratique du Congo, on voit toutes ces puissances financières, toutes ces multinationales, certains hommes influents qui ont beaucoup investi et qui n'acceptent pas qu'il y ait une alternance, qu'il y ait ces élections crédibles et démocratiques au point de perdre leurs intérêts au Congo. Et quand on voit les investissements chinois, les Canadiens qui sont dans le mining, les Indiens, les Chinois, voilà. Est-ce que vous pensez que toutes ces multinationales, toutes ces puissances financières accepteraient facilement qu'il y ait une alternance au pouvoir? Et que ce qui s'est, à mon avis, en fait, ce qui se passe, c'est que nous assistons en quelque sorte de la part des puissances financières. Elles agissent comme si elles étaient des aspiratrices des richesses, c'est-à-dire d'une ou d'une autre manière, elles peuvent financer les élections, qu'elles soient catastrophiques ou crédibles. Ça, ce n'est pas le problème, mais toujours qu'il y ait un pouvoir et que leurs intérêts soient sauvegardés. Alors, quand on voit maintenant toutes ces missions d'observation, on a vu Fondation Carter, mission d'observation de l'Union européenne, voilà. N'est-ce pas une façon aussi peut-être de se faire une conscience ou peut-être, bon, les opposants congolais, ils aiment ça. Oui, nous, voilà. Je ne peux pas. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'aimerais très sincèrement... Oui, terminer, madame va réagir. Je vais vous répondre de manière très sincère. Voilà. Je ne crois pas à la théorie des complots externes. Je crois qu'il y a des pratiques malveillantes qu'il faudrait continuer à éliminer. En revanche, ce que moi j'aimerais, c'est de voir au sein de la société congolaise, avoir des partis politiques qui sont capables de proposer des projets de société. Vous savez qu'un parti politique, selon y compris un de mes auteurs préférés du Verger, il propose un programme dans lequel il est clairement défini un projet de société. Donc je dirais plutôt qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'à l'intérieur de la société congolaise, on ne limite pas la lutte partisane entre accusations qui est soutenue ou pas par qui au pouvoir, mais plutôt de mettre en avant un réel programme qui permettra à ce que les citoyens puissent voir l'alternative réalisée par une alternance. Donc il faudrait aussi à ce moment que l'opposition au Congo se pose des questions très sérieuses, d'autant plus que vous avez les idées. Vous avez maintenant des bases sur des différents territoires. Faites un programme, un projet de société qui permettra à ce que les citoyens le reconnaissent comme le leur et puissent voter massivement aux élections pour avoir cette alternance. À ce moment, personne ne peut me convaincre que lorsque les citoyens adhèrent à un projet politique, quelconque puissance externe peut faire quoi que ce soit. Ces temps sont révolus. Aujourd'hui, justement, vous l'avez dit, on est dans un espace de globalisation où la communication se fait différemment, où la force de l'exemple du projet politique est différente. Donc je pense que c'est un des défis qui reste encore devant les partis politiques congolais d'abord et devant la société congolaise aussi. Oui, je vois que vous voulez réagir. S'il vous plaît. Si. Réagissez brièvement par rapport à ça, on passe à un point suivant. La mission de suivi peut encourager le dialogue politique très constructif en RDC, dans ce sens qu'actuellement, comme vous le savez très bien, si on doit parler la question des droits humains, vous savez qu'il y a l'insécurité, il y a non-état de droit,
les opposants politiques. Est-ce que votre parti a signé le code de bonne conduite et Mais le non, mais- comité de Non, 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 conciliation non, non, qui non. il y a à peine quelques Non, jours a été... non, Non, mais c'est aussi l'une des... je pas c'est aussi Terminé. l'une des- Voilà. l'une Pas de des dialogue règles entre On ne, les peut pas, invités. on ne peut pas. Donc, code de bonne conduite exige à deux partis adverses à respecter. Mais lorsqu'on voit le parti qui est au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, ils ne respectent pas et ils veulent vous imposer un code de bonne conduite, là, il y a un problème. Lorsque on parle de concertation, mais vous savez très bien, il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison pour des accusations fausses, hein, comme ça. Le cas de Diomi Ndonga, là. Il y a dernièrement Vital Kamerhe qui s'est rendu à Goma. Il a été arrêté à l'aéroport, même ce qui s'est passé à Bukavu. Donc, donc Et pour chaque jour cela, qui passe... la délégation de Voilà. l'Union a été très ferme dans ses réactions. Donc je tiens quand même à réagir, Oui. parce que quand il s'agissait de perturbations concernant Vital Kamerhe ou encore des arrestations arbitraires qui ont eu lieu, Oui. nous avons été toujours très clairs dans notre positionnement. Après, ça n'est une autre question, à quel point, au niveau politique interne, c'est pris en compte. Ok. Donc, moi, je pense madame. vraiment que c'est nécessaire à ce que ce n'est pas à l'Union européenne, ce n'est pas aux forces externes d'imposer quoi que ce soit en RDC. Ça dépend des citoyens congolais et de vous, partis politiques, parce que vous avez une énorme responsabilité de pouvoir sortir ce pays de ce cycle d'instabilité et de l'amener sur la voie du développement. Donc je pense qu'on a des évolutions positives. Je comprends qu'on est impatient, qu'on a envie que ça se fasse plus vite. Mais déjà, regardez, en 2006, boycott des élections, 2011, participation dans les élections. Aujourd'hui, vous parlez code de bonne conduite, comité de conciliation. Il y a des choses très positives et ça, c'est très encourageant. Bon, et ça, c'est grâce à vous, c'est pas grâce à l'Union Ok. européenne. Jean-François, non, S'il vous plaît, madame. non, vous allez Non, avoir c'est le un- dernier mot de la fin. Vous donnerez ces remarques-là vers la fin, comme ça nous ne perdons Très pas bien. le fil de notre débat. Le point suivant. L'Union européenne pense-t-elle contribuer à l'éducation civique du citoyen? Ça, c'est une excellente question. Je pense que nous devons rester engagés parce que l'éducation civique est celle qui donne les bases pour que des élections puissent se dérouler dans des bonnes conditions aussi. Donc moi, je veillerai à poser la question quel engagement concret de l'Union européenne par rapport à l'éducation civique parce que nous l'avons vu en 2011, c'était un aspect qui manquait et surtout les moyens pour le faire manquaient sensiblement. Oui, une sous-question par rapport à la question de ma collègue. Lors du référendum de 2006, ils avaient imprimé 500 000 exemplaires de la Constitution qui n'ont pas été suffisamment diffusés, de telle sorte que même si la Constitution avait été adoptée, les faits montrent que très peu de gens avaient accès à cela. Et donc, maintenant, il y a les élections locales qui viennent. Et est-ce que vraiment l'Union européenne peut peser de tout son poids pour que le citoyen sache faire la différence entre l'élection présidentielle et l'élection locale? Parce que ça fait plus d'un quart de siècle que ça n'a pas eu lieu. Ça reste un défi à relever. Moi, je ne pense pas que l'Union européenne va intervenir de manière directe. Soyons clairs, ce n'est pas son rôle. Nous n'avons pas droit d'avoir affaire à l'ingérence aux affaires internes. Chaque pays est souverain et libre dans ses décisions. Mais nous, en tant que partenaires, on veillera à ce que des conditions qui permettront de faire campagne à tous les partis politiques, à ce que les acteurs impliqués dans le processus électoral puissent avoir la liberté d'expression, la liberté de manifestation, puissent être respectées. Notre rôle, c'est cela. Et à ce moment, aux candidats des élections locales ou présidentielles, de faire ressortir les enjeux de ces élections. Ce n'est pas le rôle de l'Union européenne. Bien. Monsieur Beaufoy, Oui, sur ce c'est point que, précis. Non, mais c'est ça. Moi, je me dis qu'à toute personne éprise du désir de faire les choses aujourd'hui mieux qu'hier et demain forcément mieux qu'aujourd'hui, j'ai toujours dédié cet effort. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, un jour, Joseph Kabila ne sera pas au pouvoir. Même dans nos partis politiques respectifs, les hommes passent, mais il faut qu'à un certain moment, qu'il y ait l'avènement au Congo d'un état de droit, d'une démocratie pluraliste et enfin qu'il y ait quand même des élections crédibles et permettre à tout citoyen de participer à ces élections. Voilà. C'est pour cela Madame Gabrielle a toujours une part active dans des associations de femmes. Voilà. J'aimerais que
dans la mission du suivi, qu'on inscrive aussi ce problème de parité, puisque le développement local, les développements autocentrés, on voit qu'au Congo, la femme a une part vraiment énorme, une part significative dans le développement du pays. Il serait mieux qu'on puisse voir aussi les quotas des femmes qui vont participer aux élections locales, surtout en fait, puisque vraiment ça c'est... Voir en 2011, le pourcentage était quand même très faible. Donc, et aussi la question des droits humains. J'insiste beaucoup. Kinshasa, c'est 70 millions d'habitants, quelque chose comme ça. L'insécurité bat les pleins. Les viols, les violations faites aux femmes, les arrestations arbitraires, et que sais-je encore. Voilà. Donc, j'insiste beaucoup pour que... Mais moi, je ne peux que me réjouir et soutenir ces idées parce qu'aujourd'hui, la participation des femmes, ça apporte une valeur ajoutée non négligeable. Je dirais même qu'elle est à la base du futur développement. Et pour cela aussi, nous savons à quel point c'est important d'avoir la volonté politique à l'intérieur des partis politiques de pouvoir placer des femmes candidates, de pouvoir donner la confiance du parti en ces candidates pour qu'elles puissent se sentir soutenues. Il ne suffit pas seulement d'être candidate, il suffit d'assurer la formation, d'assurer l'accès aux médias, d'avoir les mêmes moyens dont disposent les hommes pour pouvoir faire campagne. Et je ne le dis pas par hasard, parce qu'en 2011, j'ai vu des femmes candidates qui recevaient en dernier leur matériel de campagne et donc qui n'étaient pas dans les meilleures conditions pour pouvoir le faire. Mais c'est aujourd'hui une force motrice de la RDC d'avoir des femmes, notamment au niveau local. Et pour ce qui est des violations des droits de l'homme, tout ce qui est les violences sexuelles, il faut continuer à combattre l'impunité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour les violences sexuelles, il n'y a pas d'excuse pour toute violence faite aux femmes. Donc il est nécessaire pour cela d'avoir avec les femmes les hommes. Et donc je ne peux que me réjouir lorsque des hommes politiques, des gens engagés en politique le disent aussi, parce que c'est une cause qui sera promue ensemble par les hommes et les femmes, pas seulement par les femmes. Bien, je vous remercie tous les deux. Je pense qu'on a fait le tour des problèmes sensibles du processus électoral en RD Congo en ce moment. Mais j'aimerais avoir vos derniers mots. Monsieur Beaufoy, avec votre parti, quel est votre dernier mot en 1 ou 2 minutes par rapport au prochain processus électoral? Non, nous encourageons en fait qu'il y ait vraiment l'avènement d'un processus crédible, surtout crédible, et pour que les citoyens congolais puissent participer à ces élections. Mais c'est ce qui est hypothétique. Voilà, je n'ai pas beaucoup de mots à ajouter, mais je souhaite bonne chance pour Mme Gabriela. J'espère qu'elle est candidate aux élections. Oui. Voilà, qu'elle soit réélue et que moi je lui souhaite plein succès en fait dans cette campagne. Et Mme Maria, par rapport au processus, par rapport à votre mission, votre dernier mot? Par rapport au processus électoral, que la CENI double d'efforts pour avoir un maximum de transparence dans la manière dont elle organise ses travaux, qu'il y ait un dialogue et des efforts de dialogue entre tous les partis politiques, mais aussi surtout veiller à ce que la confiance des citoyens dans le processus électoral revienne grâce à des faits et grâce à des pas concrets. Et je pense que c'est aujourd'hui le grand défi pour que ce processus électoral annoncé puisse réellement aboutir et se passer dans de bonnes conditions. Bien, je vous remercie encore une fois, Madame Maria, de nous avoir accordé votre temps pour cet échange. Merci aussi à M. Beaufoy, merci à Maryse Kabemba. Nous attendons la mission du mois de juin et si nous avons l'opportunité, nous ne manquerons pas de faire un point par rapport à cette mission et l'évolution de ce processus que le peuple congolais attend de tous ses voeux. Et amis lecteurs, amis du Congo, nous vous remercions pour votre attention.